Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et on va discuter avec une toute nouvelle IA qui s'appelle ChatGPT. C'est juste après ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouveau stream. Alors aujourd'hui, je vous partage du coup le programme de la journée. Je vous partage ça du coup dès à présent. Donc aujourd'hui, on va parler de ChatGPT, nouveau chatbot, nouvelle IA, avec qui on va pouvoir dialoguer. On va tester un petit peu tout ça, vous allez voir et nous dire si voilà, si ça vous paraît fonctionnel. On s'amusera un petit peu à les tweaker et regarder si tout fonctionne bien. Je l'ai déjà testé en amont, évidemment. Je pense que vous avez potentiellement vu d'autres streamers tester ça. C'est vraiment une espèce de dinguerie. Donc on s'amusera ensemble. Ensuite, on ira du côté de Big Geek qui nous propose du coup un article sur Discord qui lance en fait des abonnements payants et donc la possibilité pour les créateurs de contenu de se rémunérer. Donc hyper intéressant. On ira voir un plugin que je vous ferai découvrir qui s'appelle Image Tracer, qui est un plugin Figma qui va beaucoup vous aider dans votre quotidien pour pouvoir convertir des images en vectoriel. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et puis on conclura sur un article du Journal du Geek qui parle du coup d'Adobe. Adobe qui en fait s'est positionné concernant un sujet dont on avait déjà parlé, il me semble. C'est-à-dire la création d'œuvres en fait à partir d'intelligence artificielle. Et donc il y a beaucoup de plateformes en fait aujourd'hui qui permettent à des créateurs de vendre leurs photos ou ce genre de choses, ou plein de créas graphiques. Et donc se poser la question, est-ce que oui ou non ils acceptaient en fait d'avoir des créations faites par des intelligences artificielles, donc notamment Adobe avec Stock, etc. Enfin, voilà, on regardera ça un peu plus précisément. Et après, j'ai 2-3 autres news, mais qui sont plus de l'ordre de la news, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de tout couvrir. Voilà pour le programme du jour, les amis. J'espère qu'il vous plaît. Vous avez vu ce démarrage, ça met la pêche d'entrée et ça fonctionne plutôt bien. Donc je suis content parce que tout s'est bien automatisé, c'est-à-dire qu'en gros, ça affiche en fait le jingle de début, mais en même temps ça coupe mon micro et puis au bout de certaines secondes, en gros il y a tout un bousin qui fait que j'ai juste appuyé sur un bouton, donc c'est magnifique si tout a bien fonctionné. Voilà, allez les amis, on commence avec ce premier article du blog du modérateur. Le blog du modérateur du coup qui nous partage la big news. Bienvenue à NoxDev qui nous rejoint dans le chat pour la première fois. Et donc ChatGPT, vous avez probablement dû entendre parler parce que ça a vraiment buzzé là ces derniers jours, je dirais. Et donc grosso modo, une nouvelle intelligence artificielle qui est proposée par OpenAI. Donc OpenAI qui est une société spécialisée sur la partie intelligence artificielle et qui avait déjà proposé DALL-E. Donc ça on va le voir dans l'article, je vous détaille pas tout de suite. Merci beaucoup Nox, merci de nous rejoindre, bienvenue à toi. Allez, donc c'est parti. Après le succès de DALL-E, son générateur d'images par intelligence artificielle, la société américaine OpenAI continue d'être sur le devant de la scène en dévoilant ChatGPT. Un chatbot capable de répondre à vos questions et d'entamer une véritable conversation. Cela pourrait notamment être un sérieux concurrent de Google à l'avenir, puisque l'outil répond aux requêtes des internautes. Donc là, on va rapidement découvrir, on va tester, etc. Il est possible qu'avec Benta, qu'on aille un petit peu plus en profondeur vendredi. Donc voilà, ça fera peut-être des parties des sujets qu'on abordera. Donc ChatGPT repose sur GPT 3.5, la nouvelle technologie de génération de langage naturel d'OpenAI. C'est un modèle similaire à InstructGPT, entraîné à suivre une instruction dans un guide et à fournir par la suite une réponse détaillée. Donc, de quoi est-ce qu'il est capable ? Il est capable de répondre aux questions de suivi. Il est capable de reconnaître ses erreurs, de contester des prémices incorrectes et de rejeter des demandes inappropriées. Donc là, il nous partage en fait un exemple. Ce qu'on nous explique, c'est que là, l'intelligence refuse initialement de répondre à une question qui pourrait concerner des activités illégales, mais qu'après coup, en fait, elle répond après que l'utilisateur ait clarifié son intention. Donc il y a quand même, c'est assez poussé dans le sens où
Il y a toute une mise en contexte. C'est souvent ce qui est très compliqué à faire sur la partie chatbot, c'est d'arriver en fait à contextualiser et à suivre le fil. Ça fait partie des points techniques qui sont un peu complexes. Et donc là, par exemple, sur l'article, on nous propose de quoi un exemple où l'utilisateur demande comment entrer par effraction chez quelqu'un. Donc l'IA répond que, en gros, que c'est inapproprié. Et l'utilisateur dit non, mais en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est comment protéger ma maison contre le cambriolage. Donc voilà, en fait, la question initiale était de dire je veux savoir en gros comment est-ce qu'on peut rentrer par effraction pour pouvoir m'en protéger. Et donc là, effectivement, l'IA va répondre. Donc il y a toute cette contextualisation et le fait que l'IA arrive à suivre une conversation qui est assez impressionnante. Alors, comment tester le chatbot? OpenAI indique que pendant sa période de recherche, l'utilisation de chatbot GPT est gratuite. L'objectif est d'obtenir de nombreux feedbacks des utilisateurs et de mieux cerner les forces et faiblesses de leur chatbot IA pour pouvoir par la suite effectuer les optimisations nécessaires. Donc ça fait partie un peu des... ça fait un peu partie je dirais, des conditions sine qua non quand on se lance sur la partie chat pour avoir bossé dans une entreprise en fait qui crée justement des chatbots et qui était un peu spécialisée sur ce qu'on appelle le NLP, donc le traitement du langage naturel. En fait, le problème quand vous faites des chatbots et ce genre de choses, c'est qu'il y a une nécessité d'entraîner énormément en fait au début. Parce que en gros vous avez deux choix quand vous partez sur ce type de techno, soit vous partez sur quelque chose avec du machine learning en gros, c'est-à-dire que l'algo va apprendre de lui-même et là ça nécessite un très très gros entraînement, ou après vous avez un autre type de techno qui était la boîte, c'était en gros la techno qu'avait choisi la boîte dans laquelle j'étais avant, où vous pouvez définir des règles bien précises. En fait, il n'y a pas de notion d'apprentissage automatique. Et donc là, pour le coup, l'avantage, c'est que vous pouvez déjà arriver avec un certain socle. Et donc nous, souvent, chez les clients, on avait déjà une base de langage commun. Par-dessus, on ajoutait une couche liée, on va dire, au secteur d'activité. Et après, on pouvait encore rajouter quelques règles supplémentaires. Donc l'avantage, c'est que très très vite, vous aviez un truc un peu sur l'étagère. L'inconvénient, c'est que c'était beaucoup moins puissant que forcément qu'un chatbot entraîné via une IA, quoi. Voilà pour la petite parenthèse. Nox qui dit m'a répondu à comment cacher un corps. Ah, ouais, effectivement, c'est pas. Je pense que voilà, il y a encore pas mal de choses qui doivent un petit peu améliorer, je suppose. Mais voilà, tout ça pour vous dire que pour le moment, vous pouvez tester ça gratuitement parce que ça leur permet en fait d'avoir beaucoup de feedback et on va tester ça juste après. Autre paragraphe, donc, de nombreux utilisateurs ont commencé à tweeter à propos de ChatGPT ce week-end, partageant leurs propres tests du nouveau bot d'OpenAI. Certains sont fascinés ou amusés pendant que d'autres s'en inquiètent. Elon Musk a également donné son avis sur ChatGPT, ce qui n'est pas étonnant lorsqu'on sait qu'il a participé à la fondation d'OpenAI. Dans un tweet, il a notamment déclaré « ChatGPT fait peur, nous ne sommes pas loin d'une IA dangereusement forte ». Voilà un peu pour Voilà un petit peu pour cet article du coup du blog du modérateur qui résume assez rapidement. J'avais trouvé un autre article aussi, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, dans lequel il détaillait un petit peu plus le côté, le protocole, donc GPT 3.5, qui en gros il le présente comme une transition en fait entre le 3 et le 4, puisque visiblement il va y avoir des gros changements sur le 4, mais j'imagine qu'ils ont fait une version intermédiaire parce que déjà ça a apporté beaucoup, mais voilà, la version 4 n'était pas encore prête, je suppose. Donc j'avais un article là-dessus, je peux regarder rapidement d'ailleurs si je l'ai encore de côté. Tac. Je l'avais mis où? Je l'avais mis par là, je crois. Yes, c'est ça. C'est celui-ci. Je vous le partage, c'est un article du siècle du digital. Je vous le mets dans le chat. Donc, paf, voilà. Alors, on a Signe qui nous met, le problème c'est aussi qu'il faut être suffisamment compétent pour juger de la qualité de la réponse. Comme à beaucoup d'autres endroits, vous me direz. Je le vois donc plus comme un assistant dans les domaines que je maîtrise que quelque chose de fiable pour les questions. Tout à fait. Et j'ai répondu peu ou prou à la même réponse dans un stream il n'y a pas très longtemps. C'était où? C'était hier, c'est sûr. Je sais plus si c'était Naotech ou... Enfin, je sais plus. Bref, j'étais sur un stream en gros, où il parlait évidemment de ça. Et en gros, ce que je disais, mais ça c'est mon point de vue, c'est personnel, hein, mais de mon point de vue, tout ce qui est intelligence artificielle, alors certes, il y a
Il y a des fonctionnalités que ça va sucrer, hein, mais ça c'est comme toute l'informatique en général, c'est-à-dire que tu vas en fait automatiser certaines tâches qui potentiellement étaient créatrices de travail, mais de travail, enfin, je sais pas comment dire autrement, mais à peu de valeur ajoutée, quoi. C'est-à-dire que ben, voilà, tu as des gens qui tous les jours vont faire le même geste pendant des heures et des heures. Donc ça a le côté bien fait, c'est qu'effectivement ça apporte du boulot à une personne. Le côté pas ouf, c'est que bah, humainement, fais ça toute la journée pendant 40 ans, tu vas voir que tu risques d'avoir des conséquences assez malsaines pour ton esprit et ton corps, quoi. Donc tout ce qui est automatisation de manière générale, j'ai l'impression que ça va venir en fait supprimer un peu plus cette typologie de métier. Donc ça a effectivement des inconvénients et des avantages. Et l'IA, je pense que c'est la même chose et je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, je le vois pas tellement comme quelque chose qui va... voilà, comme on imagine, quoi, c'est-à-dire les robots débarquent et compagnie. Peut-être que ça arrivera un jour, je sais pas, mais à ce jour, en tout cas, moi je me base surtout sur des faits. Il n'y a rien aujourd'hui, il n'y a aucune intelligence artificielle que ce soit qui est permis en fait de nous remplacer complètement ou d'avoir des démarches intellectuelles aussi poussées que l'humain. Et moi, comme toi, je le vois vraiment comme un assistant, c'est-à-dire que ça va t'aider voilà, typiquement dans la santé, il y a de plus en plus d'IA qui arrivent, mais en rien ça va remplacer l'expertise et en rien ça va remplacer le jugement humain. Enfin, voilà, ça après on entre dans des débats un peu éthiques, etc. C'est pas le sujet, même si on peut en parler 5 minutes, mais grosso modo, pour moi, je le vois pas comme quelque chose qui doit remplacer, mais plus comme quelque chose qui doit assister et qui doit en fait être bien plus performant que nous sur certaines petites tâches. Mais en rien, ça va te remplacer complètement un jugement, une expertise ou voilà, ou le jugement de l'homme, je pense. Et bon, quand j'ai dit ça, en fait, alors je l'avais dit de façon plus directe. En gros, j'avais dit bah, que j'ai l'impression, de mon point de vue, que l'IA est plus là pour assister que pour remplacer. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu tout simplement, alors ça m'a fait rire, mais alors. Et le gars me met ouais, rassure-toi comme tu peux. Ça m'a tué quoi. Le mec, en gros, j'avais l'impression qu'en face, j'avais un mec qui était là. Les robots sont parmi nous, attention. Et j'étais là, mais OMG quoi. Mec, c'est juste. Pour moi, c'est un robot qui parle quoi, tu vois. Enfin, et encore qui parle. Enfin, tu vois. Bon, bref. Du coup, débat infini quoi. Par exemple, certains étudiants l'utilisent pour faire leurs devoirs avec et ne sont donc pas capables de juger parfois, ne lisent même pas les réponses. Donc, il va falloir sensibiliser les jeunes à cette problématique. Ouais. Il citait un exemple dans le stream que j'ai suivi qui était assez intéressant. C'est Stack Overflow. Stack Overflow, par exemple, qui est donc une plateforme bien connue de tous les devs et les personnes de la tech, enfin surtout les devs, où en gros c'est une espèce de méga forum en quelque sorte, Stack Overflow, et quand vous avez des problèmes techniques, vous allez là-bas, et très souvent la réponse y est, il y a déjà pas mal de gens qui ont planché dessus. Et en fait, Stack Overflow a pris la décision de ne pas prendre en compte les réponses générées via cette IA. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que le côté... en gros, y a pas, vous avez la possibilité de générer à partir de peu de choses, mais vous avez surtout la possibilité de générer à partir d'éléments et que, en gros, ChatGPT, alors je vais le mettre peut-être à l'écran, que ChatGPT vous formate un peu tout. C'est-à-dire que typiquement, vous êtes un journaliste, vous parlez d'un sujet, vous pouvez très bien lui dire rédige-moi un article sur je sais pas, l'abolition de l'esclavage en apportant tel argument, tel argument, tel argument. Et lui, il va aller tout formater. Donc, il y a des gens potentiellement sur Stack Overflow qui ont dû faire appel à ce type de service. Et en fait, ce qu'ils se rendaient compte, c'est que, ce que se sont rendus compte un certain nombre de personnes, notamment chez Stack Overflow, c'est qu'en gros, il y avait des réponses qui paraissait bien formaté, en fait, qui parlait exactement comme un humain, donc tu détectais pas vraiment que c'était un bot ou quoi que ce soit. En revanche, en gros, il y avait la forme, mais il n'y avait pas trop de fond, quoi. Voilà. Donc, comme tu le dis, effectivement, il y a une question de jugement à avoir et on peut pas à 100% se fier à ça. En revanche, là où ça peut être très intéressant, c'est l'exemple que je donne, par exemple, c'est-à-dire que tu as déjà beaucoup d'éléments en place, mais tu as envie de le formater de façon un peu plus, voilà, de façon bien tournée, et puis pour te faire économiser aussi un peu de temps. Et potentiellement, tu peux te faire une structure d'article en apportant tes arguments, en apportant tout ton fond, et lui s'occupe un petit peu de la mise en forme. Mais voilà, il faudra quand même par-dessus rajouter une petite couche toi-même de aller vérifier que tout est clean et que ça paraît pas un peu fake, quoi.
Donc effectivement, il y a un côté jugement qui va être hyper important. Alors, on va tester du coup ce chat rapidement. Je me suis mis quelques exemples de côté. Alors, je les ai mis ici. Voilà. Donc, si jamais vous n'hésitez pas, dites-moi dans le chat qu'est-ce que vous voulez que je mette comme phrase. Et comme ça, on va le tester tous ensemble et on va voir un peu les limites du truc. Alors, j'avais un test. On va commencer par un test hyper basique que j'avais vu. Genre, comment peindre un mur. Bon, ça paraît relativement basique. Donc, je fais entrer. Et donc voilà, l'IA va arriver et me donner en fait tout un tas d'éléments. Et alors ce que j'aime bien, moi, c'est ce côté étape. Très souvent, ils font en sorte d'avoir des étapes 1, étape 2, étape 3. Enfin, c'est plutôt bien fichu. Je vais vous mettre de côté que vous voyez bien. Voilà. Donc pour peindre un mur, vous aurez besoin de quelques outils et matériaux, de la peinture. Donc là, il liste tout ce qu'il faut. Et puis les étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. C'est un exemple basique, mais voilà, très souvent pour ce genre de choses, il y a le côté un peu tutoriel qui est assez intéressant. Ça fait partie un peu des applications, des choses qu'on peut tester. Sing qui me dit, tu peux lui demander que penses-tu de la qualité de tes réponses? Ok, vas-y, on va tester. J'espère que c'est pas un piège, Sin. Hein. Attention. Que penses-tu de la qualité de tes réponses? On va voir ce qu'il dit. Alors j'ai détecté, ouais, effectivement, il y a quand même quelques patterns un peu en mode réponse par défaut quand même, hein, j'ai l'impression. Bon, il faut le temps que l'IA s'entraîne. Donc il met, je suis un programme informatique, je ne peux pas avoir d'opinion ou de sentiment, je suis entraîné pour fournir des réponses précises et précises. Ah, là il y a une petite coquille. Basée sur les informations que je possède, j'essaie de répondre aux questions de la manière la plus complète et la plus utile possible, mais je ne peux pas garantir la qualité de mes réponses car je suis limité par mes connaissances et mon entraînement. Ok, alors j'ai vu un autre exemple aussi qui était sympa. C'était un papa qui voulait raconter en fait une histoire à son fils. Et du coup, il avait mis écrit une histoire sur un garçon de 6 ans qui vit dans un endroit magique isolé avec des fées, des licornes et autres créatures magiques. Alors je crois que ça avait pris un peu de temps. Ah ben voilà, là c'est relativement rapide. Et donc ça, je trouvais cet exemple très très cool. C'est-à-dire qu'il va rédiger toute une histoire en fait, un petit conte en fait. Pour un enfant. Donc il était une fois un petit garçon nommé Timmy qui vivait dans un endroit magique, etc. etc. Et là vraiment genre il fait tout un paragraphe. Bon je pense que là c'est limité à un certain nombre de paragraphes, mais c'est rigolo en fait de se dire que tu peux créer comme ça des petites histoires un peu magiques et les lire à ton gamin. Je trouve ça plutôt cool. J'avais vu quoi après? Ah ouais, alors j'avais testé aussi quel est le sens de la vie. Là sur ça j'étais un peu déçu, je pensais qu'il allait répondre 42 pour ceux qui ont la ref. Mais visiblement il est plus intelligent que ça. Alors, le sens de la vie est une question complexe qui a été posée depuis des siècles. Différentes personnes ont différentes opinions sur ce sujet et il n'y a pas de réponse unique et universelle. Bon, bref, il fait tout un paragraphe là-dessus. Mais moi, c'était pour tester le 42 et malheureusement, il n'a pas répondu 42. Alors, j'ai testé quoi encore? J'ai testé qui est le meilleur streamer français ou la meilleure streameuse française. Parce que ce que je trouve intéressant, du coup, c'est qu'il va aussi chercher les informations, en fait, voilà, je pense qu'il... Alors, je sais pas si ça va directement puiser sur Internet ou si, en gros, ils ont scrappé une partie des données, c'est-à-dire absorbé une partie des données depuis Internet, et du coup, il y a une grosse base de données sur laquelle il se base. Mais voilà, j'aime bien le fait de le challenger aussi sur des infos qui sont genre actuelles ou ce genre de choses. Typiquement, parler de Elon Musk ou ce genre de choses, il a quand même des réponses à fournir. Et donc là, quel est le meilleur streamer français ou la meilleure streameuse française? Il est difficile de dire qui est le meilleur streamer français ou la meilleure streameuse française, car cela dépend de nombreux facteurs tels que les goûts, les préférences de chacun. De plus, il y a de nombreux streamers et streameuses talentueux en France et il est difficile de les comparer et de déterminer qui est le meilleur. Il est important de noter que la popularité et le succès d'un streamer ou d'une streameuse ne sont pas toujours liés à leur talent ou à leur qualité de contenu. Ça veut dire en gros tu peux faire du caca, mais par contre il faut que ce soit bien fait. Il y a de nombreux streamers et streameuses talentueux qui ne sont pas aussi connus que d'autres simplement parce qu'ils n'ont pas eu la chance de se faire connaître, de bénéficier d'opportunités de promotion. C'est incroyable quand même, hein. C'est incroyable d'arriver à apporter ce degré de... Enfin, je dirais pas d'intelligence parce que bon, ça reste un programme, mais
C'est ouf quand même que ça aille à ce niveau-là, quoi. Il comprend en gros la notion de meilleur streamer, oui, ça dépend de ton point de vue, etc. Enfin, moi je trouve ça dingue. En fin de compte, il est important de soutenir les streamers et streameuses qui vous plaisent et qui produisent un contenu de qualité. Donc voilà, lâchez vos primes, n'hésitez pas. En plus, on est début du mois, donc allez-y, faites pas les radins. En fin de compte, blablabla, quelle que soit leur popularité ou leur succès, chacun a son propre style et ses propres talents. Il est important de les apprécier pour que ce soit plutôt que de les apprécier pour ce qu'ils sont plutôt que de les comparer les uns aux autres. Bon, moi je trouve ça très complet quand même comme réponse, c'est très assez complexe, arriver à ce niveau-là, je trouve ça assez fabuleux. Rizwa, première fois dans le chat, bienvenue à toi. ChatGPT est assez cool pour les contenus scientifiques, il m'aide à rédiger des papiers. Ok. Ben ouais, ça c'est typiquement le genre de choses qui sont cool. Alors je sais que notamment, on en avait parlé là sur le stream que je vous évoquais. Et une personne qui disait, mais potentiellement, en fait, il va y avoir beaucoup d'essais ou de thèses en fait, qui risquent d'être basées là-dessus. Et je pense que ben là, encore une fois, va se poser une question exactement comme l'article qu'on verra après, c'est à qui attribue-t-on le mérite, quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas une limite là-dessus? C'est ce que disait Sin, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants potentiellement vont se baser là-dessus pour rédiger voilà, faire des devoirs ou ce genre de choses. Bon, après, il faudra voir dans quelle mesure. Hein. Encore une fois, il faut quand même lui apporter de la matière pour avoir quelque chose d'un peu de qualité, quoi. Si c'est pas en mode fais mon devoir et let's go, quoi. Mais bon, tout ça pour dire que va se poser des problèmes. Et de toute façon, on le voit. Moi, je le vois dans les articles. En ce moment, l'IA, c'est omniprésent. Il y a beaucoup d'articles là-dessus. Et beaucoup de questions aussi d'éthique, de jugement, de comment est-ce qu'on va faire, etc. Donc, des sujets hyper intéressants à creuser. Et donc, voilà. On a Bob qui nous met... Alors, je regarde, je suis désolé, je crois que j'ai raté quelques messages. Sin, je suis désolé, j'ai raté quelques-uns de tes messages. Quand tu changes radicalement de sujet, il est pas mal de faire un reset car il se souvient du contexte. Ouais, d'accord. Mais ça, c'est un truc que je trouve assez ouf. C'est d'arriver à conserver justement cette notion de contexte et de garder une cohérence et de se rendre compte par rapport aux réponses précédentes. Donc du coup, Bob qui met pour tester sa demande si le bot connaît des clics au pire. Alors je pense pas. Tout à l'heure, j'avais fait le test. J'ai demandé à... Il y avait Sean, j'étais sur le stream de Sean et j'ai disais de tester, mais je pense que ils ont dû arrêter, on va dire, la base de connaissances à une certaine date. Donc à mon avis, je pense pas. Mais ça peut être un test. Vas-y, on le fait. Connais-tu l'émission des clics sur Twitch? Je suis désolé, mais je suis un programme informatique et je n'ai pas accès à Internet pour naviguer et rechercher. Donc voilà, ça répond bien à la question. Tu as bien fait de la poser, Bob. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une base de données, je pense, qu'ils doivent alimenter. Ça ne va pas directement chercher sur Internet. Tu es dev, est-ce que tu as essayé de dev avec ChatGPT? Je suis dev, oui. Est-ce que j'ai essayé de dev avec ChatGPT? Pas du tout. Pas vraiment. Enfin, non, pas du tout. Pas encore. J'ai vu qu'il y avait une API qui était ouverte, mais voilà, j'ai pas. Non, j'ai pas fait de test là-dessus. Par contre, tu as Sin qui est dans le chat qui lui est vraiment calé sur le sujet et qui a probablement dû. Voilà, un peu pour ma part, donc ça m'étonne pas de lui qu'il a testé, mais je pense que je vais m'amuser un peu avec. Après, je crois que l'API est payante, je sais plus. C'est ça qui me limite un peu. Je me suis dit, ça pourrait être cool de faire un plugin Figma ou des trucs comme ça basés là-dessus, mais de mémoire, tu vas payer en fait aux appels. Donc ça me dérange un petit peu et bon, pour le moment, j'avoue que j'ai pas trop le temps. Et Tidou qui met, ça s'arrête après 2022. Bon ben voilà, 2022, donc ça veut dire que si jamais on met... qui a gagné la Coupe du Monde? Est-ce qu'il va répondre? Coupe du Monde de football est un tournoi organisé par la FIFA. La France a remporté en 2018. Ouais, voilà. Donc c'est effectivement, c'est prochain tournoi. Coupe du Monde aura lieu en 2022 au Qatar. Donc effectivement, antérieur à 2022 d'après ce que dit Etidou. Alors j'ai une dernière question que je voulais tester et après on enchaînera sur un autre article. On ira s'amuser, s'il nous reste un peu de temps, on ira s'amuser en fin de stream, mais à mon avis, ça va être tendu. Propose-moi des slogans pour une communauté de personnes passionnées par le web et dont le nom est Déclic. Et là, si jamais ils me répondent Déclic, la communauté qui claque, je crois que je m'arrête là et on coupe le stream, les amis. Donc, roulement de tambour, on va tester.
Alors, voici quelques slogans que vous pourriez utiliser pour une communauté de personnes passionnées par le web. Déclic, où les passionnés du web se rencontrent. Après, il y a rejoignez la communauté Déclic pour partager vos passions. Déclic, l'endroit où les idées brillantes prennent vie. C'est rigolo. Déclic, le lieu de rencontre des experts du web. Les experts du web. Wouh. Déclic, votre source d'inspiration pour tout ce qui concerne le web, évidemment. Où les amoureux du web se connectent. La communauté en ligne pour les passionnés du web. Votre destination pour toutes les choses web. Le web à son meilleur. Et la dernière qui me propose, c'est la communauté pour ceux qui sont passionnés par le web. Bon, c'est relativement basique comme type de slogan, mais bon... On verra si on en prend. Il y a un plugin sur Chrome pour permettre au bot de faire des recherches sur Internet en lui introduisant un contexte de façon automatique. D'accord, bah écoute, n'hésite pas à nous partager ça. Je sais pas si j'ai mis... Je sais pas si j'ai mis... si on peut partager ou pas des URL. Je crois que si dans le chat. Donc n'hésite pas. Et sinon, au pire, tu me donnes le nom et j'irai voir ça. Redemande avec des jeux de mots. Ah ok, avec des jeux de mots. Vas-y, on va tester. Donc, tac, avec des jeux de mots. Tac. Des clics où les geeks du web se connectent. Pas mal. Notre passion pour le web est contagieuse. Le web sous notre clic. Où les gourous du web se rassemblent. Le web à portée de clic. Où les amoureux du web se donnent rendez-vous. Le web n'a plus de secret pour nous. La communauté en ligne pour les férus du web, le web notre terrain de jeu et le web sous notre contrôle. Bon, il y en a un ou deux quand même qui sont pas mal. Les geeks web se connectent, c'est rigolo, je trouve. Je sais pas si on les prendra, mais ouais, bon. Il n'y a pas trop de jeux de mots, mais le premier est pas mal. Le premier est pas mal quand même. Bon, voilà, écoutez, je pense qu'on peut s'amuser avec ça pendant des heures. Donc, on va clore un peu ce chapitre là-dessus. On y reviendra peut-être pour parler plus en profondeur et de façon un peu plus peut-être tech vendredi. Je vais voir ça avec Benoît, on va en discuter. Mais malheureusement, je ne pouvais pas passer à côté de ce type d'actu. Enfin, malheureusement, parce que j'aurais voulu qu'on en parle directement vendredi, mais je me suis dit c'est quand même dommage parce que là, franchement, tout le monde en parle et c'est un peu le buzz du moment. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Dites-moi si vous avez d'autres questions là-dessus. On en parle rapidement avant d'enchaîner. Bob qui met j'ai eu un espoir quand j'ai vu une proposition avec la communauté. Ouais. Non, ouais. Là, franchement, ça aurait été un sacré hasard. Je sais pas si on peut parler de hasard à ce niveau-là, mais ça aurait été assez rigolo. Allez, on enchaîne du coup. On enchaîne avec l'article suivant, et donc un article de Big Geek. Donc Big Geek qui nous introduit la notion d'abonnement sur Discord, donc qui est déjà en place aux États-Unis. C'est pas encore en place en France. Donc aux États-Unis, les propriétaires de serveurs Discord peuvent désormais créer leurs propres abonnements. Je suis désolé, j'ai le nez qui est un petit peu pris, c'est pas agréable. Donc je commence rapidement l'article. Après un an de test, Discord est enfin prêt à laisser davantage de créateurs proposer des abonnements à leurs fans. La plateforme a activé les abonnements serveurs pour tous les propriétaires de serveurs éligibles aux États-Unis. Votre streamer préféré ou votre star des réseaux sociaux, myself, pourra désormais offrir du contenu et ou des fonctionnalités exclusives à partir des tarifs divers qu'ils ont eux-mêmes définis. Vous pourriez ainsi profiter de vidéos bonus, obtenir un accès anticipé à des produits dérivés, voter pour faire entendre votre voix, etc. Discord précise par ailleurs que les créateurs recevront 90% des frais d'abonnement payés par les abonnés. Ils peuvent aussi utiliser une nouvelle fonctionnalité de page web promotionnelle pour mettre en avant leurs options payantes. Tous les propriétaires de serveurs peuvent y avoir droit pour peu qu'ils soient basés aux États-Unis, qu'ils acceptent les conditions d'utilisation du service et qu'il n'ait aucune violation récente des règles à leur actif. Alors, attendez 2 secondes, je me coupe parce que je vais tousser. Voilà. Donc cette longue période de test reflète la volonté de bien faire de Discord autour de cette fonctionnalité d'abonnement serveur. Merci beaucoup Bob, ce bricoleur qui fait partie de la communauté. Donc cette longue période de test reflète la volonté de bien faire. Et Bob the Bricoleur qui souscrit un abonnement, qui claque son Prime. Mais t'as combien de comptes toi? C'est incroyable.
Merci beaucoup pour ton soutien à la communauté, Bob. En tout cas, n'hésitez pas à l'imiter, soutenez-nous, lâchez vos primes, etc. etc. Donc du coup, cette longue période de test, je vais y arriver, reflète la volonté de bien faire de Discord autour de cette fonctionnalité d'abonnement serveur. Comme le directeur du marketing de l'entreprise Jess Wofford le déclarait à Engadget l'année dernière, cette fonction a été pensée et conçue pour permettre de générer des revenus réguliers depuis la plateforme. En théorie, un créateur peut gérer des profits significatifs grâce à sa communauté Discord. Alors, petit aparté là-dessus, de mémoire, je crois aussi que Discord eux-mêmes, je me souviens, alors ça faisait partie de justement quand j'ai commencé à streamer il y a ça fait 2 ans à peu près. Je sais qu'à une époque, ils avaient aussi eux-mêmes des grosses difficultés financières. Il me semble. Enfin, en tout cas, je sais que voilà, il y avait un côté modèle économique qui n'était pas encore complètement en place. Donc, j'espère pour eux que ça pourra et profiter aux créateurs et profiter à eux, parce que bah, finalement, c'est vrai que le travail des créateurs de contenu, j'en sais quelque chose, bah, c'est du boulot, mais à côté de ça, Discord est un outil qui est assez fabuleux et ça serait bien dommage que ça disparaisse du paysage. Voilà, donc peut-être que ça va être une réponse effectivement et que ça va leur permettre de générer aussi quelques revenus. Puis voilà, ils offrent 90%, donc c'est pas ridicule hein, quand on voit sur d'autres plateformes type Twitch, c'est pas 90% que vous touchez, bien loin de ça. Du coup, la question, à quand pour la France? Difficile de savoir, cela aura un véritable impact sur les créateurs. De savoir si cela aura un véritable impact sur les créateurs, cela dépendra des services que ceux-ci utilisent déjà pour accéder à Discord. Patreon demande 5% des revenus mensuels avant de traiter les paiements, mais les offres abonnés et certains autres avantages ne sont pas disponibles à moins que le créateur ne laisse 8 à 12% à Patreon. Donc Patreon, pareil, qui est en quelque sorte un concurrent sur cette partie modèle économique, enfin abonnement on va dire, et accès à des assets privilégiés. Donc Patreon, si certains ne connaissent pas, c'est vraiment une plateforme sur laquelle vous pouvez souscrire à un abonnement et donc lié à un créateur, vous lui donnez des revenus et puis potentiellement il peut vous donner accès à des assets un peu exclusifs, etc. etc. De plus, les propriétaires de serveurs doivent se partager entre deux services. Cette nouveauté de Discord vient simplifier les abonnements. Donc effectivement, bah, ça permettra d'avoir tout, voilà, du all-inclusive sur une seule et même plateforme. Ça me fait exactement penser d'ailleurs à Twitch, par exemple. Twitch qui n'avait pas de fonctionnalité d'interview, et donc on est obligé d'utiliser des outils tiers. Mais bon, les outils tiers, vous êtes soumis en fait à, voilà, à ce que la personne maintiennent, etc. Bon, Patreon, c'est quand même quelque chose d'assez costaud, mais c'est toujours mieux en fait d'avoir quelque chose de natif et tout inclus, forcément, c'est beaucoup plus facile, quoi. Rizwa qui met merci, je trouve le lien et je le partage. Ok, je sais pas de quel lien tu. Ah oui, ok, par rapport à ce que tu nous donnais tout à l'heure. Pas de souci. Bob, vraiment une coïncidence incroyable. Tout à fait. Tout à fait. Deux Bob sur le même stream, ça paraît assez ouf. Donc voilà, très cool, du coup, Discord qui étend un peu, qui propose aux créateurs de contenu, puisque bah, Discord, ça reste quand même du boulot à mettre en place. Nous, on en a un Discord d'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre. Hein. Point d'exclamation Discord ou point d'exclamation social, et comme ça, vous aurez tous les liens. Et ça reste du boulot. Et je sais que par exemple, Nowtech fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont un Discord qui est assez solide. Et vous avez nécessité, alors je sais plus si c'est un Tipeee ou un Patreon, je sais plus, et ils ont réussi à automatiser ça. Et vous n'avez accès au channel que lorsque vous faites un don. Alors il faut le faire une fois, je crois. Donc voilà, ça reste de l'ordre du vraiment très raisonnable proportionnellement à ce qu'il crée comme contenu. Mais voilà, donc il y a déjà des rustines, là au moins ça sera déjà intégré dans Discord, donc c'est cool. Voilà pour cette petite actu. S'il n'y a pas plus de questions, j'enchaîne avec une actualité suivante. Alors actualité / test d'outils. J'ai vu passer ça, donc Image Tracer pour les utilisateurs de Figma, donc Figma outil de design, et Image Tracer qui est un outil plutôt intéressant qu'on va tester, qui vous permet en fait de convertir une image en depuis un format PNG, JPEG, ce genre de choses, en vectoriel. Voilà. Donc pour reprendre la théorie, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, vous avez deux types d'assets, on va dire, de types d'images. Vous pouvez avoir les images bitmap et les images vectorielles. Donc les images bitmap, c'est des pixels, tout simplement. Donc ça va être vos photos, etc.
alors que les images vectorielles, ce sont des points et des vecteurs. Et donc, l'avantage du format vectoriel, c'est que vous pouvez grossir et réduire à l'infini. Vous n'avez pas de problème, en fait. Et c'est pour ça, souvent, que les logos, par exemple, les logos d'entreprise ou autres, on les fait en vectoriel. Parce que vous pouvez aussi bien l'imprimer sur je sais pas moi, une petite canette pas une canette, comment on appelle ça, une capsule de bière, quoi, jusqu'à des gros panneaux, des 4x3, enfin vous faites comme vous voulez. Et donc l'avantage de cet outil Image Tracer, c'est que généralement vous allez avoir une image en bitmap, donc en pixels, une photo ou ce genre de choses. Potentiellement vous allez créer le site, je sais pas, pour une petite compagnie, et vous avez souvent ce cas de en fait la personne a un logo, mais en fait c'est un logo qu'elle a fait faire on ne sait trop où, et en fait c'est une image, et si jamais vous l'augmentez, boum, ça devient flou, parce que c'est du bitmap, c'est le principe, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de pixels, si vous grossissez, ça floute, quoi, ça, il peut pas interpréter comme ça, quoi. Même si aujourd'hui il y a des IA qui arrivent très bien à le faire. Et donc, sur le principe, ce que va permettre Image Tracer, c'est que vous allez prendre le logo de votre client, par exemple, c'est vraiment un exemple, vous allez le mettre dans Figma et il va arriver à convertir en vectoriel, et donc vous allez pouvoir après le modifier à l'infini, quoi. Ça ne fonctionne pas avec les images naturelles du coup. Alors j'ai fait quelques tests, on va pouvoir tester ça en direct, on va essayer de le triturer. T'as quand même moyen, il y a une fonction noir et blanc et couleur, donc tu peux lui définir genre un nombre de palettes, je vais le faire de suite, je sais même pas pourquoi j'explique à l'oral, je vais le faire de suite, ça sera beaucoup plus parlant. Alors sachez que dans la version, c'est une version qui c'est payant, mais c'est hyper raisonnable, genre je crois que c'est 10$ quoi. Enfin vraiment, c'est un truc. J'ai regardé parce que je me dis si c'est encore un truc à je sais pas combien par mois, c'est pas la peine que j'en parle, ça sert à rien. Celui-ci, donc vous pouvez essayer jusqu'à 5 fois, je crois. Alors on va faire le test. On va mettons prendre un logo basique. On va prendre je sais pas, logo. On va commencer logo Facebook. Allez, on va commencer simple. On va faire un logo Facebook et imaginons, on va aller chercher. Donc l'intérêt, effectivement, c'est d'aller en chercher un qui soit pas vectorisé. Donc on va commencer simple. On va commencer avec ça, par exemple. Hop, je vais copier l'image et je vais aller tac 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 sur mon Figma. Voilà, donc je la colle. Donc là, effectivement, on est sur du. Merci beaucoup, Eric qui nous rejoint. Bienvenue à toi. On a effectivement une image 225 pixels par 225 pixels, ce qui veut dire que si je l'augmente, allez, jusqu'à... Je crois que la règle, c'est de l'ordre du jusqu'à... je sais plus si... Je crois que c'est 2 ou 2,5, ça se voit pas trop, mais après, au-delà, c'est vraiment dégueulasse. Donc, on peut tester, hein, si j'augmente. Là, on ne le voit pas très bien. Bon, peu importe. Je pense que... Je sais pas si dans Figma, ça le gère mieux ou... s'ils arrivent à l'interpréter, bon, peu importe. Dans la théorie, en gros, quand vous augmentez, si jamais après vous l'imprimez ou autre, en gros, ça va pixeliser, ça va être moche, et voilà. Mais je sais pas si sous Figma, il n'y a pas, au niveau de l'aperçu, ils font pas un traitement. Bon, peu importe. Donc là, l'idée, le problème, c'est que si par exemple, vous voulez l'imprimer sur un gros support, faites-moi confiance, ça va pixeliser, ça va être dégueulasse. Donc, on va faire appel à ce plugin. Hop. Tac, donc on sélectionne le layer, on va prendre plugin image tracer, et donc là il va nous ouvrir un petit panneau et il va comme ça détecter de façon automatique en fait les contours. Et alors là je suis parti sur un exemple très simple, hein. On essaiera d'aller un peu plus loin, de faire un exemple un peu plus compliqué, mais vous voyez que déjà assez facilement de base par les réglages il arrive à détecter les contours et il arrive à proposer quelque chose de plutôt convaincant. Alors on a tout un tas d'options qu'on peut faire. Ce que je vous expliquais là, il y a la version, on peut être donc en couleur ou on peut être en noir et blanc. Voilà. Et après on a tout un tas d'options. Voilà, le threshold qui va déterminer est-ce qu'on va avoir plus ou moins de. Attendez, je fais le test en même temps. Hop. Voilà, donc il y aura plus ou moins un niveau de détail plus ou moins important. Enfin voilà, il y a tout un tas de petites options qu'on va pouvoir aller tester. Montrer ou pas le pass dans la preview, montrer les points, etc. etc. Et donc, si je vais essayer de le faire vraiment avec les réglages par défaut, si je fais, je lui dis du coup, ok, vas-y, fais-moi le tracer. Merci Rizwa qui s'abonne, merci à toi. Si je lui dis, vas-y, let's go, fais-moi procède au truc, et bien là, du coup, je me retrouve avec une version vectorisée.
Alors, attendez, parce que voilà, avec une version vectorisée du coup de mon logo. Donc effectivement, il faudra les fine-tuner un peu, il faudra aller tweaker tous ces petits settings, tous ces petits réglages et faire en sorte que ce soit plutôt fonctionnel, parce que vous voyez, c'est pas parfait, quoi. Il y a des endroits où les courbes sont pas exactement pareilles, parce que là vraiment j'ai laissé les réglages par défaut, mais c'est plutôt efficace. Et donc de mémoire, on peut tester 5 fois, donc là j'imagine que je vais passer à 4. Voilà, donc là je peux faire que 4. Mais par contre, si vous voulez juste tester et vous rendre compte, là c'est pas payant. C'est-à-dire qu'en gros, si je vais là, je peux faire 50 fois ça, aller changer les settings, tant que je ne procède pas en fait à la vectorisation, il ne le compte pas comme 1. Et ensuite, si vous voulez du coup vraiment l'utiliser, je crois que c'est 10 $, il me semble. Voilà, pour une licence personnelle. Après, si vous êtes une entreprise, genre plus de 5 utilisateurs, c'est 39 $. Bon, franchement, honnêtement, c'est vraiment. Et après, il y a quoi? Ah, il y a un fair price. Ok, donc genre, vous pouvez dire en gros combien vous voulez donner. Bon, ça reste. Honnêtement, si vous en avez vraiment l'utilité, ça reste très très raisonnable vu ce que ça apporte, quoi. On va faire des tests un peu plus poussés, peut-être. Tester un logo un peu plus compliqué. Rizwa qui met. On peut télécharger le fichier SVG après. Ah non, non, il est. Alors, c'est sur Figma. C'est sur Figma en fait de base. Mais après, bah, c'est tout comme Figma. C'est-à-dire que je sais pas si tu connais un peu l'outil Figma, mais Figma, c'est un outil comme Sketch, comme Photoshop. Voilà, c'est un logiciel purement. Et donc après, derrière, tu exportes. Tu choisis. Alors, je sais pas si tu vois. Ah non, là, tu vas pas bien voir parce que. Je vais me masquer pendant 10 secondes, comme ça tu pourras voir. Voilà. Donc quand tu sélectionnes en fait dans Figma, après tu vois, tu as une petite fonction ici d'export. Tu fais plus et après tu peux sélectionner ton format. Donc tu peux faire du SVG, du PDF, du JPEG, du PNG. Donc là je vais faire du SVG par exemple. Ok. Je vais l'exporter et je vais le mettre sur mon bureau. Et voilà. Et boum, du coup j'ai mon SVG qui est à disposition. Donc voilà. En fait, j'aime bien de temps en temps. Nous, Figma, c'est vraiment un outil qu'on utilise tout le temps. C'est notre outil de design, en tout cas, donc dans la team des clics. Et donc en fait, là, ce que j'aime bien moi de temps en temps, c'est montrer certains plugins, certaines choses en fait qui vont étendre les fonctionnalités. Et d'ailleurs, sachez que la prochaine vidéo sur YouTube, c'est moi qui vais la faire. Donc sur notre chaîne YouTube, on propose pas mal de tutos, ce genre de choses. Et je vais vous montrer comment créer vous-même vos propres plugins. Donc si vous êtes dev, bah, c'est encore mieux. Je vais commencer, je pense, par faire un tuto un peu basique, c'est-à-dire vraiment faire des plugins relativement simples, voilà, des automatisations de certaines choses, etc. Et potentiellement, je ferai un peu plus tard un tuto un peu plus avancé, donc genre faire des appels externes, voilà, sur Figma, il est possible, typiquement, je sais pas moi, il y a un plugin qui existe qui s'appelle Unsplash, donc c'est un site internet, Unsplash, sur lequel tu peux aller récupérer plein de photos, et donc plutôt que d'aller sur le site, de ramener l'image, etc., là, tu as un plugin qui est directement intégré, que je peux montrer aussi. Hop, donc plugin... Si je mets Unsplash, run, voilà. Et donc, tu arrives sur cette interface qui va chercher directement les photos sur Unsplash. Tu peux taper le nom de la photo que tu veux. Voilà, je sais pas moi, animal par exemple. Hop, tu cliques et il t'importe une image d'animal. Et tu peux, même si tu as par exemple un certain nombre de... Imaginons tu veux faire une interface web. Donc, tu as une image, une deuxième, une troisième. Hop, hop, je vais mettre tout ça pour... voilà, donc j'en ai plein. Ensuite, je vais dupliquer. Hop. Et ben, tu peux très bien sélectionner chacun de tes rectangles. Bon, je vais faire que sur la ligne du haut. Parce que, bon, allez, je vais pas faire le flemmard quand même. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais sur mon plugin Unsplash. Tac. Et par exemple, je vais prendre de l'abstract. Je clique et il va aller me remplir comme ça mes carrés. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est un plugin qui est un peu plus avancé dans le sens où tu vas faire des appels vers l'extérieur. Tu vas devoir aller... tu vas devoir faire un appel vers une API externe. Et donc, c'est un peu plus délicat à gérer, on va dire, à développer ce genre de choses. Il y a quelques notions un peu plus techniques. Mais voilà, les plugins Figma, c'est vraiment très cool. Ça peut vous permettre d'automatiser beaucoup de choses. Moi, par exemple, je me suis posé la question de est-ce que je pourrais pas faire un plugin qui me permettrait d'aller récupérer à partir, donc j'utilise un outil qui s'appelle Feedly pour tous mes articles, d'aller récupérer en fait directement mes articles et de générer un visuel que je peux publier après sur Twitter facilement, quoi. Imagine un plugin qui transforme une image en CSS only. Ben, franchement, on recherche parce que potentiellement il y a une communauté qui est assez active. Il y a tout un... Sur Figma, tu as tout
tu as accès en fait à une partie communauté. Je sais plus à quel endroit c'est. Tac, tac, tac. Community, voilà, c'est ça. Et en gros, il te propose tout un marketplace en fait tu peux accéder à des plugins, tu peux accéder à plein de trucs quoi. Donc franchement, si tu cherches un peu, peut-être que tu seras surpris et que ça existe déjà. Voilà, donc Image Tracer, très très cool. Je teste rapidement et après on enchaîne. Je teste rapidement un autre logo. Si je fais, je sais pas moi, logo dans le bâtiment par exemple. Logo bâtiment. Pour essayer de voir jusqu'à où ça peut aller. Je sais pas, qu'est-ce qu'on va choisir. Je sais pas, essayons. Je sais pas, vous avez des idées vous? Celui-ci par exemple, allez. Hop, on va copier l'image. Alors attention, je dis pas qu'il faut aller faire ça, hein, genre pomper des choses, etc., les vectoriser. Hein. Faites-le vraiment avec des choses sur lesquelles vous avez les droits, évidemment. Tac. Donc on va prendre cette image par exemple, et on va tester le plugin Image Tracer pour voir comment ça réagit. Ok, bon, de base, il a l'air quand même de bien me piger. Version couleur, version noir et blanc. Ok, et après, alors je peux définir un nombre de couleurs. Si par exemple je veux quelque chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si tu as une image en fait de base et que tu veux donner peut-être un rendu un peu plus illustré, potentiellement tu vas réduire le nombre de couleurs. Hop, et voilà, lui automatiquement il va aller gérer ça. Mais tu peux aussi augmenter. Et donc là par exemple avec 8 couleurs, il s'en sort plutôt bien. Tac. Et là j'ai mon image vectorielle. Voilà. Là j'ai mon image bitmap et là j'ai mon vectoriel, ce qui fait que, d'ailleurs je peux peut-être supprimer le fond blanc qui ne sert plus à rien. Tac, voilà, et j'ai tout ça. Alors on voit que c'est pas parfait quand même, hein. Il y a quand même quelques... voilà, mais encore une fois, c'est parce que là vraiment j'ai laissé les paramètres par défaut. Mais ça s'en sort, voilà, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal, et sur certains logos plus ou moins complexes, il peut vraiment faire le job. Voilà pour cette démonstration. Une image avec un dégradé de couleur, ça peut être cool à tester car le SVG natif supporte les dégradés de couleur. Possible le SVG, si me semble, oui, qu'il y a une notion de gradient que tu peux inclure, je sais plus, à vérifier. Mais oui, effectivement, tu peux effectivement t'en servir. Et puis le SVG, l'avantage que ça a aussi, c'est que c'est beaucoup plus perf pour tes sites. Voilà, tu vas gagner vachement potentiellement, tu devrais gagner vachement en performance, quoi. Voilà donc du coup pour ce petit plugin à tester, je voulais continuer et conclure parce que je vois que l'heure avance pas mal avec un dernier article. Donc du coup un article du journal du geek qui parle donc de Adobe qui prend position en ce qui concerne les images faites par IA. Donc je suis désolé, aujourd'hui ce stream est très très porté sur les IA. Mais encore une fois, comme je le dis, il y a beaucoup d'actu là-dessus en ce moment. Et donc cette fameuse prise de position, en fait, est-ce que oui ou non on peut attribuer les droits de quelque chose généré par IA à la personne qui a utilisé cette IA ou pas. Donc Adobe, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer de nouvelles œuvres est une pratique questionnable. Le risque de copie est très grand et le fait de financer une personne pour le choix pour le travail d'une IA est également discutable. Malgré ces informations, Adobe a fait le choix d'autoriser les œuvres produites par des IA dans sa base de données Adobe Stock. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de plateformes qui permettent de rémunérer des gens qui potentiellement vont créer des contenus, des images, des photos, ce genre de choses. Donc est-ce que quelqu'un qui va basiquement utiliser une IA pour générer une image et après la poser sur Adobe Stock, est-ce que oui ou non Adobe va accepter ce genre de choses? C'est tout l'enjeu en fait. Donc ces images peuvent être déposées par une personne directement sur le site en ligne. Elles seront ensuite mises en vente en suivant les conditions données par le propriétaire. Les images produites par une IA qui seront mises en vente devront toutes porter une mention précisant l'origine de l'œuvre. Donc voilà, ça c'est important, c'est-à-dire qu'effectivement ils autorisent ce type de pratique, mais par contre ça devrait être spécialement tagué, et donc potentiellement les gens qui viendront acheter auront tout à fait la notion que ce qu'ils achètent a été généré par une IA. Les propriétaires de ces images auront aussi l'obligation d'avoir une autorisation pour la représentation de personnes célèbres. C'est d'ores et déjà le cas aujourd'hui, mais la production depuis une IA n'y fera pas exception. Cette nouvelle politique voulue par Adobe met aussi les utilisateurs en garde.
Getimage, donc Getimage qui est une autre plateforme en fait sur laquelle vous pouvez obtenir des photos, ce genre de choses et acheter des images. Alors eux ils ont fait le choix inverse. Donc c'est le principal concurrent d'Adobe Stock et eux ils ont donc décidé d'aller à contre-courant d'Adobe. L'entreprise avait annoncé en septembre que toutes les productions faites par des IA seront bannies et interdites à la vente sur la plateforme. Selon eux, des inquiétudes au sujet des droits d'auteur étaient à l'origine de ce choix. La grande majorité des IA créatrices disponibles aujourd'hui sur le marché sont entraînées avec un travail humain. Le résultat de leur production est souvent très proche de celui d'un photographe ou d'un peintre existant. Cette proximité est remise en question par plusieurs artistes qui demandent ainsi à être reconnus comme les créateurs de l'œuvre, eux qui ont été la source d'inspiration première de l'IA lors de la réalisation du tableau. Voilà, donc ça c'est un article que je trouve intéressant parce que ça fait écho à ce qu'on disait sur des streams précédents, c'est qu'aujourd'hui tous les enjeux sont là, ils sont de dire ok, qu'est-ce qu'on décide en fait concernant les propriétés intellectuelles, parce que derrière il y a un marché qui est énorme, il y a du pognon en jeu, hein, on va pas se mentir, et donc, et surtout voilà, le côté qui est hyper important, c'est vis-à-vis des créateurs, parce qu'en gros, les gens qui sont photographes ou autres, si jamais ils sont mis en concurrence avec des IA, bon, mais là, on voit tout de suite le côté, la limite un peu la limite un peu du truc, quoi. Et ça peut potentiellement faire perdre du business à beaucoup de gens, quoi. Donc, c'est hyper important de se rendre compte un peu de tous les impacts et de se dire, ok, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'autorise ou pas, quoi. Donc, je sais pas si vous avez un avis sur la question, vous, mais est-ce que potentiellement, vous iriez acheter des photos où, en fait, bah, typiquement, c'est un truc qui a été généré par une IA et donc vous avez l'impression que le travail n'est pas payé à sa juste valeur pour les personnes en fait qui ont été à l'origine, voilà, qui ont été des sources d'inspiration. C'est une vraie question. C'est une vraie question et tout le débat est là, quoi. Voilà un peu pour les actus. J'avais quand même une ou deux autres choses que je voulais vous signaler. Donc d'abord, une nouveauté côté WhatsApp. Je crois qu'on en avait parlé, mais là, c'est vraiment passé en production. WhatsApp qui a mis en prod du coup sa fonctionnalité de sondage. Donc vous pouvez tester dès à présent là, directement. J'ai fait le test moi hier et donc il donne l'exemple du nouvel an. Ça pourrait être c'est un exemple parmi d'autres. Par exemple pour le fromage, qu'est-ce que vous voulez et vous pouvez sélectionner. Donc en gros quand vous êtes dans votre groupe WhatsApp, vous avez je vais le faire en même temps histoire de pas dire des bêtises, mais vous avez directement d'intégrer en fait juste au niveau des messages. Hop, vous avez vous avez un petit plus, donc vous pouvez faire un petit plus, et puis vous avez une fonctionnalité sondage qui s'est ajoutée. C'est hyper bien fait, voilà, c'est très proche de ce qu'on a sur Twitch ou autre. Un sondage quoi, hein, rien de nouveau sous le soleil. Mais en tout cas, cette fonctionnalité est passée en prod là très récemment. Et après, il y avait une dernière chose aussi dont je voulais vous parler. Alors, il y avait tout un article en fait de Presse Citron sur les cryptos et notamment sur Ledger Ledger qui est une entreprise donc française hein, qui explose véritablement. Donc Ledger propose en fait une façon de stocker ses actifs, donc tout ce qui va être de l'ordre des crypto-monnaies, ça va être aussi les NFT, donc les NFT qui sont des... voilà, comment résumer ça, ça va être assez compliqué, mais grosso modo, les NFT, ça va être des œuvres en fait dont vous allez pouvoir avoir la propriété. Je résume de façon très succincte et je vais vraiment très direct, mais voilà, en fait tous ces produits un peu virtuels, type monnaie virtuelle, type œuvre d'art virtuelle, etc., il y a nécessité en fait de stocker tout ça et surtout d'avoir la possibilité de les conserver à un endroit. Donc quand vous le faites, en fait, soit vous pouvez passer par un tiers de confiance, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un service en ligne ou autre qui va les stocker, sauf que tout va être centralisé et le problème c'est que on l'a vu, il y a pas mal de services en fait qui sont tombés ou qui se sont fait hacker ou ce genre de choses et du coup vous perdez tout. C'est-à-dire que vous pouvez avoir mettons 500 000 euros de Bitcoin et ça s'envole d'un seul coup. Donc il y a d'autres alternatives type Ledger qui est une clé physique là pour le coup et qui semble visiblement bien être vraiment sécure et bien fonctionner. En tout cas pour le moment il bouffe pas mal de parts de marché et donc ça a l'air de
voilà, de bien fonctionner. Et puis récemment, il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu FTX, du coup, qui était un gros acteur du marché qui s'est effondré et ça leur a donné encore plus de business. Donc voilà, il y avait un article là-dessus, on va pas forcément y rentrer là parce qu'au niveau timing ça va être un peu chaud, mais je vais vous le partager quand même parce que je le trouvais plutôt intéressant et bien fichu, surtout si vous connaissez pas encore, si vous n'êtes pas trop dans le domaine de la crypto, n'hésitez pas à aller le voir, tout en sachant en plus que hier il y a eu, ils ont fait leur espèce de keynote on va dire et ils ont dévoilé un tout nouveau wallet, donc ils appellent ça un wallet, c'est-à-dire un tout nouveau. Jusqu'à présent, en fait, en gros, ça avait un peu la tête d'une clé USB, et là, en gros, ils ont sorti une nouvelle façon de stocker en fait tous ces actifs et tous ces biens un peu virtuels. Et donc, ça s'appelle, le nom c'est ça, c'est le Stacks, donc ça va être. C'est un nouveau nom, le Ledger Stacks, et ça a un peu la tête d'un genre d'iPod, on va dire en quelque sorte. C'est beaucoup plus facile et intelligible, on va dire, pour des gens qui ne seraient pas du milieu. Et c'est d'ailleurs leur but. Hein. Leur but, c'est de rendre ça un peu plus, de démocratiser un peu plus, parce que autant sur la partie technique et la partie sécurité, bon, là, ils ont vraiment prouvé que leur truc, c'était béton. Par contre, au niveau accessibilité, c'est-à-dire façon de faire comprendre aux gens comment ça fonctionne et donner l'accès au grand public, voilà, c'était pas encore ça. Et donc, ils ont développé ce nouvel outil. Je crois qu'il parlait de 2 ans, quelque chose comme ça fait 2 ans, un truc comme ça, qu'ils bossaient là-dessus. Donc sur le Ledger Stack, qui est une nouvelle façon de stocker ses actifs de chez Ledger, qui est par contre la partie, enfin c'est plutôt positionné haut de gamme, puisque de base les clés, je crois que c'était quelque chose style 80 €, il me semble, l'entrée, le premier prix, et celui-là, le Stax, il est à 200 et quelques, donc c'est beaucoup plus conséquent. Et avec cette fonctionnalité, oh, je vais pas y arriver, avec cette fonctionnalité aussi qui est rigolote, donc vous avez possibilité d'avoir plusieurs stacks et de les empiler ils sont magnétiques en fait. Donc voilà, si vous voulez distinguer en fait vos bitcoins, vos NFT et les stocker sur des stacks différents, vous pouvez en fait les aimanter les uns aux autres, et donc c'est plutôt rigolo. Et après l'écran, je crois, vous savez, c'est la techno un peu comme les liseuses, c'est de l'encre en fait, c'est bicolore, et je crois qu'il y a 16 nuances de gris, me semble, et on peut comme ça, en fait c'est beaucoup moins énergivore quoi, que s'ils étaient passés par des écrans traditionnels type smartphone ou autre. Voilà, donc du coup Ledger qui se porte bien, je vous ai partagé effectivement cet article, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller voir un petit peu plus précisément, mais grosso modo, ce qu'il faut en retenir, et de ce que j'en ai lu, c'est que voilà, la demande a vraiment explosé. Je crois qu'il parlait que ça avait été multiplié par 4, surtout avec le crash de FTX récemment. Donc voilà, les crypto-monnaies et Ledger qui dévoile également son nouveau wallet.